Alors, bonjour. À ce moment-ci, là, je pense qu'on a pas mal, presque tous les gens sont entrés. Alors, on va commencer tranquillement. Donc, bienvenue à cette deuxième édition de l'EPN hors série, qui est organisée par le Centre québécois d'excellence numérique du ministère de la Cybersécurité et du numérique. Mon nom est Caroline Lemieux, je travaille à la direction des communications du MCN. Alors, c'est un réel plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Comme on dit, on est un peu victime de notre succès, alors c'est une bonne nouvelle. Donc, chaque année, là, il y a quand même un bon engouement pour l'EPN et les participants nous ont demandé donc d'avoir des rencontres ponctuelles au cours de l'année en dehors de notre événement public numérique annuel. Alors, le Centre québécois d'excellence numérique du MCN a décidé d'organiser des événements hors série comme celui d'aujourd'hui, évidemment, pour vous offrir des formations tout au long de l'année sur C'est dire. Car, Alors, on vient de m'indiquer que mon micro a été fermé. Je m'en excuse. Je ne sais pas si vous avez, si c'est fermé en plein milieu de mes présentations ou dès le début. Donc, je recommence très brièvement. Là, c'est la deuxième édition de l'EPN hors série, une offre du ministère de la Cybersécurité et du numérique, donc qu'on vous offre en dehors de l'événement public numérique lui-même qui est chaque année. On a des formations comme ça ponctuelles à l'année touchant la transformation numérique. Alors, sans plus tarder, je vous parle du webinaire d'aujourd'hui. D'abord, lorsque notre invité là, sera prêt à faire sa présentation, pour vous faciliter, dans le fond, votre compréhension, le suivi, vous pouvez, dans Affichage, sélectionner le mode intervenant. Comme ça vous permet d'avoir la présentation là, en plein écran. Alors, un petit détail technique comme ça. Alors, la présentation d'aujourd'hui est en collaboration avec l'École nationale d'administration publique. Et nous sommes heureux donc de vous présenter cette édition spéciale pour gestionnaire. Alors là, la conférence d'aujourd'hui, son titre, c'est le rôle du gestionnaire dans la transformation numérique gouvernementale, comment guider son équipe dans le changement. La présentation durera environ 45 minutes et il y a une période de questions de 30 minutes qui est prévue à la fin. Alors, vous avez deux options. Là, vous pouvez inscrire vos questions dans la zone de clavardage ou à la fin, nous allons aussi fonctionner par main levée. C'est possible aussi peut-être, selon le déroulement de la conférence, qu'il y ait des moments pour des questions là, pendant la présentation. Je vous signale aussi que après la présentation d'aujourd'hui, vous allez recevoir un sondage satisfaction. Alors, c'est très important pour nous là, que vous puissiez le remplir pour évidemment là, qu'on puisse s'améliorer, voir qu'est-ce qu'on peut bonifier dans notre offre. Je vous fais une petite précision par rapport au sondage satisfaction. Ce sont toujours des sondages anonymes, mais pour des raisons de sécurité, vous allez devoir vous authentifier. Mais encore une fois, je vous rassure, là, les données recueillies sont vraiment, c'est fait de manière anonyme. Alors, sans plus tarder, je vous présente donc notre conférencier invité d'aujourd'hui. Il est professeur adjoint en management public à l'École nationale d'administration publique. Justin Lawaré a obtenu son doctorat à l'Université catholique de Louvain en Belgique en étudiant l'intégration des innovations au sein du secteur public. Il est chercheur associé au Centre d'analyse des politiques publiques à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle et du numérique, l'OBVIA, ainsi qu'à la chaire de recherche sur l'administration publique à l'ère numérique à l'Université Laval. Ces recherches portent sur les stratégies d'intégration des innovations publiques ainsi que sur la gestion de projets numériques et d'intelligence artificielle dans le secteur public. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à M. Justin Lawaré. Merci, merci pour cette brève présentation. Bonjour à tous, bienvenue en cette belle journée ensoleillée, en tout cas à Québec, ensoleillée et un peu enneigée. Alors, c'est tout un défi pour moi de vous parler de transformation numérique et d'organisation publique. Puis je voulais avant tout vous dire d'où je parle, parce que quand on parle de transformation numérique, on peut parler d'un point de vue éthique, on peut parler d'un point de vue informatique, juridique, et moi ici ce sera d'un point de vue vraiment de gestion. Donc, comment je suis rentré dans cette thématique-là progressivement. Donc, comme il a été dit pendant ma présentation, j'ai commencé à étudier les mécanismes, les stratégies que l'on développe pour intégrer au mieux
des nouveautés, des innovations au sein des organisations publiques, parce qu'on sait que c'est toujours plus complexe la gestion du changement dans un contexte public que dans un contexte privé. Donc, je voulais voir un peu des cas de réussite, puis qu'est-ce qui avait pu marcher dans ces cas de réussite-là. Donc, quand je suis arrivé pour mon postdoctorat à l'Université Laval, on m'a dit, tu as étudié les innovations, puis on a un beau cas d'innovation pour toi, ce sont l'intelligence artificielle, les systèmes d'intelligence artificielle. Ça émerge pour le moment. Donc là, on est en 2019. Et la clé, c'était de mieux comprendre comment on peut intégrer au sein de l'administration publique québécoise l'intelligence artificielle. Alors, je ne sais pas, j'ai perdu ma présentation. Je ne sais pas si vous l'avez toujours à l'écran, mais moi, je l'ai perdu. Donc, ce n'est pas grave, je peux continuer, je connais mon parcours. Donc ça a été vraiment le point d'entrée et j'ai pu travailler donc sur la stratégie d'intégration de l'intelligence artificielle au sein de l'administration publique au Québec, donc 2021-2026, sur laquelle on a travaillé et construit les bases de cette stratégie qui par la suite donc ça avait été développé avant que le MCN ne soit créé. Et donc, à la suite de ça aussi, le Québec et le Canada m'ont demandé, avec mon collègue Steve Jacob de l'Université Laval, de participer aux négociations intergouvernementales pour la négociation donc, de la recommandation sur l'éthique en matière d'IA. Et là, on avait identifié donc, quelques oublis qui avaient été faits, notamment le droit de révision d'une décision algorithmique. Donc, clairement que le Québec a pu mettre sa patte sur ce document-là pour ce point-là et pour bien d'autres. Puis, j'ai eu la chance pendant un an d'être conseiller en affaires publiques au sein de l'OBIA. Donc, l'OBIA, c'est vraiment un réseau de recherche interdisciplinaire sur les impacts du numérique et de l'intelligence artificielle, mais des impacts vraiment sociétaux. Donc, on a vraiment une grosse communauté de recherche au Québec sur ces domaines-là. On est vraiment avant-gardiste sur tout ce qui est la question de l'IA responsable, l'acceptabilité sociale. J'irais juste à dire que vraiment, on a un phare dans le monde là. Donc, on a vraiment une richesse en matière de recherche qui est folle. Donc, pendant un an, ça a été un plaisir de travailler avec plus de 250 chercheurs. Et puis, j'ai la chance vraiment d'intégrer depuis juin 2022 l'ENA, qui développe beaucoup de programmes, beaucoup de cours, beaucoup de recherches sur l'administration numérique, sur l'intégration de l'intelligence artificielle. Et c'est à ce titre-là que j'ai pu joindre donc, le corps professoral. Alors, slide suivante pour vous expliquer un peu ce que je vous propose, là, le menu de cette matinée. Alors, je vais partir du plus large. On m'a demandé vraiment de revenir aux fondamentaux de qu'est-ce que la transformation numérique, comment elle se matérialise dans le secteur public, dans les organisations publiques, puis la place du gestionnaire dans toute cette évolution, dans toute cette transformation. Qu'est-ce qu'on attend des gestionnaires? Quelle est la posture, la position du gestionnaire public dans cela? Identification donc de 3 compétences clés. Si vous êtes dans une perspective de formation continue et que la transformation numérique vous intéresse, où vous devez aller si vous aviez la possibilité de développer vos compétences pertinentes. Et moi, je retiendrai une, celle qui touche à la gestion du changement. Et alors là, je terminerai ma présentation en vous donnant un outil qui a été développé pour l'évaluation du changement dans un contexte très particulier qui est celui de la transformation numérique. Donc voilà, j'espère qu'en même temps, vous aurez des notions théoriques, des notions globales, mais en même temps, vous ressortirez de ce hors-série avec quand même un outil qui est disponible. Puis si jamais, j'ai pas été très très professionnel. J'ai oublié de mettre je pense que j'ai mis mon courriel sur la page de garde. Donc, si jamais vous voulez reprendre la présentation, vous voulez me contacter, faites-le, ça me fera énormément plaisir. Donc, vous pouvez me contacter par courriel. Puis, je pourrais vous donner davantage de documents aussi sur la matrice, sur la gestion du changement. Donc, vraiment, sentez-vous libre de me contacter si vous le souhaitez. Donc, sans plus tarder, je vous propose d'abord d'aborder la transformation numérique qui, de façon très générale, va toucher tout ce qui est l'adoption, la mise en œuvre, donc vraiment l'intégration au quotidien de technologies numériques. Donc, technologie numérique, si on fait un bref historique, puis je ne remonterai pas à Leibniz au XVIIe siècle, vous ne vous tracassez pas, c'est vraiment dans l'administration publique, on est à la fin des années 90, on commence à doter le personnel d'ordinateurs.
Donc vraiment, dans un premier temps, ça a été l'achat de matériel informatique, le fait de brancher, d'installer l'informatique. Puis, chemin faisant, ça a été de développer des solutions de stockage de données, des serveurs. Et ensuite de ça, une fois qu'on a pu doter les agents d'ordinateurs, les gestionnaires d'ordinateurs, ça a été toute cette vague vraiment de numérisation des supports papier, où on passe de démarches papier-crayon à des démarches informatiques, où on permet aussi aux usagers d'avoir accès à distance aux services de l'administration publique. Et jusqu'à maintenant, depuis le milieu des années 2010, donc 2015-2016, on a un développement de certaines applications d'intelligence artificielle où là, on va vers une automatisation qui dépasse l'automatisation comme on la voit dans l'entreprise, qui est une automatisation de tâches répétitives, de tâches physiques répétitives. Ici, on s'en va vers une automatisation de certaines tâches répétitives mais cognitives. Donc, que ce soit, par exemple, de valider l'admissibilité d'un dossier simplement en regardant que toutes les pièces jointes au dossier Oh, Monsieur Laveille. Votre micro a été désactivé. C'est un peu une journée d'Halloween, il y a des choses étranges qui se passent sur ce Teams. En plus d'avoir le bruit des gens qui sont admis. Donc, bref, je reviens à mes moutons. Donc là, on est vraiment dans une optique où il y a de la complexité parce qu'on va toucher directement au travail de l'agent, c'est-à-dire qu'on va pouvoir répartir ce qu'il va faire, de ce qu'il ne va pas faire, de ce qui va être laissé à l'automatisation. Puis ça, on le verra en termes de résistance au changement, ça peut accroître l'intensité du changement, ça peut poser beaucoup plus de questions et de résistance, et donc il va falloir adopter des stratégies adéquates et des stratégies aussi sur le long terme. Okay, donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir intégrer dans notre mode de fonctionnement si on veut pouvoir avoir tout le monde à bord de cette transformation numérique. Pourquoi? Donc, on voit plus on avance dans les strates de transformation numérique, plus on rajoute de la complexité et plus on dépasse la sphère technologique. Donc, quand on va parler d'intelligence artificielle, je pense que tout le monde se souvient du mois de novembre 2022 où on a eu le lancement de ChatGPT. Et là, ça fait prendre conscience à énormément de personnes que l'intelligence artificielle était en progression, elle était là, elle s'en venait. Et par rapport à ça, il y avait des craintes, il y avait des questionnements. Est-ce que mon métier va être automatisé? Est-ce que je vais garder mon travail? Est-ce que j'ai les compétences nécessaires que pour utiliser ces outils-là? Et donc, on quitte progressivement juste la sphère du technique pour arriver à des questions vraiment sociales, à des questions de métier, de sens de mon métier. Et lorsque l'on va parler de transformation numérique, on s'attend aussi que le gestionnaire, il ne gère pas que l'aspect technique, mais il gère aussi ce côté social. Donc, ça, c'est une des complexités que l'on retrouve. Puis, rassurez-vous, je dis toujours, je l'ai étudié en innovation, ce qui détermine la vitesse, le rythme de transformation, contrairement à ce qu'on présente maintenant, ce n'est pas toujours la dimension technique. C'est la capacité que les utilisateurs, que les agents, que les gestionnaires ont à l'utiliser. Okay? Sinon, c'est ça qui va faire en sorte que l'on va être capable d'intégrer la transformation numérique et qui va dicter le rythme aussi. Si on le voit, comme on avait fait une étude avec mon collègue Steve Jacob en 2021 sur les applications de traçage dont on avait vu un peu fleurir à travers le monde lors de la crise de la COVID, dans une très large majorité des pays. En fait, pour tous les pays démocratiques, on avait un taux d'utilisation qui était extrêmement faible. Et donc, ces applications-là, dans une large majorité des cas, n'ont pas été utilisées. Et donc là, ça illustre mon propos de faire en sorte que la technologie était disponible, mais malgré le fait que ces technologies soient disponibles là, le fait que les usagers ne se l'approprient pas, ne l'utilisent pas, ne l'acceptent pas, pose des problèmes en matière d'innovation. Donc maintenant, je vous propose d'aller plus loin dans la présentation pour avoir vraiment actuellement qu'est-ce qui se fait en matière de transformation numérique. Donc, on voit qu'on a des services en ligne, puis c'est pas toujours évident de les lancer, malheureusement. Et il y a quelque chose qui
qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en tant que gestionnaire public, en tant qu'organisation publique, j'ai l'impression que dans l'opinion publique au Québec, on tire facilement sur nous quand on fait de la transformation numérique. C'est comme je le disais, des processus qui sont extrêmement complexes, qui prennent du temps. Et lorsqu'il y a des ratés, ben, malheureusement, on fait vite la manchette, on fait vite la une de la presse, alors que plusieurs entreprises privées ont connu des ratés, ont connu des failles en matière de données, on ne dira pas de nom ici, mais il y a vraiment un besoin donc, de préparation. Donc, c'est des services qui sont complexes parce qu'ils s'adressent à une multitude de publics différents. C'est des services qui touchent directement la vie de nos concitoyens. On pense par exemple à l'obtention d'un permis, à l'obtention de matriculation. Et donc, on doit être vraiment prudent. La chose qui se développe aussi, au-delà des services en ligne que l'on développe, où on active nos usagers, ben, c'est les bases de données ouvertes. On voit Eurostat, Statistique Canada. Et l'accès à ces données de plus en plus important, de plus en plus généralisées, nous permet de créer de nouvelles connaissances. Alors, ce qui est intéressant avec l'accès à des bases de données massives et ouvertes, c'est ouverte, pas toujours, mais en tout cas massive, c'est qu'on va être capable d'identifier parmi nos utilisateurs, parmi nos usagers, certains comportements, certains types de publics. Et donc, on va être capable, c'est une des plus-values notamment de l'utilisation de l'intelligence artificielle, de développer des services sur mesure, malgré le fait que l'on s'adresse à un public général, à un public qui est très nombreux de plusieurs millions de personnes. Ensuite, ça, on le voit aussi arriver, vous l'utilisez déjà peut-être, tous des systèmes, des logiciels de gestion électronique de documents, donc gestion de partage, de sauvegarde, de transformation, de création de bases de données, donc comme OneDrive ou SharePoint. Et ça arrive progressivement, mais une étude qu'on avait réalisée aussi il y a 2 ans nous montrait que ça touche beaucoup de secteurs, donc c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle, des outils d'intelligence artificielle dans l'administration publique. On pense à l'immigration notamment qui est employée à Hong Kong pour donner une note en matière de risque. Au Brésil, on utilise l'intelligence artificielle pour détecter les comportements de collusion à risque lors de la passation de marchés publics. Aux États-Unis, on utilise ça dans le secteur de l'éducation pour déterminer le risque de décrochage d'un étudiant, donc identifier avant que l'étudiant ne décroche son risque et alors pouvoir adopter des stratégies adéquates. À Montréal, comme dans d'autres villes américaines, Vancouver, New York, on a le développement, là vous voyez Firebird, c'est dans tout ce qui est service incendie, donc déterminer les bâtiments qui sont le plus à risque et donc les prioriser en matière d'inspection. On a aussi, pour mes collègues enseignants en QuizArt, donc vous mettez un texte, vous lui demandez de générer des questions et des réponses à vos questions. Donc, ça permet de voir si les étudiants ont lu la lecture obligatoire, puis un peu de relancer avec les réponses qui sont fournies. Donc, Watson dans le secteur médical, puis au Québec, on a Imago aussi, donc qui permet de détecter les tumeurs, certaines tumeurs sur des radios, donc avec un taux de précision qui va au-delà des fois de ce que l'œil humain peut percevoir. Donc, c'est des outils qui arrivent au fur et à mesure, mais qui sont encore très spécialisés. Donc, on est dans une intelligence qui est encore assez étroite, comme on pourrait le dire dans le jargon. Puis là, on travaille au quotidien avec. Là, c'est encore un autre exemple de transformation numérique. Toutes les plateformes de collaboration. Donc, maintenant, avec le télétravail, on est capable de rejoindre ses collègues, d'avoir des réunions en virtuel, d'avoir des messageries en virtuel, en direct, partage de fichiers, transformation, co-création de fichiers en temps réel, donc que ce soit Teams, Slack, Google Drive, etc. Donc, vous voyez que la transformation numérique, elle touche un peu à différentes applications de notre travail. Puis, elle ne va aller qu'en s'amplifiant pour différentes raisons. Alors, qu'est-ce qui va motiver la transformation numérique? Quelles en sont en fait les motivations? Je vous propose de le voir ici dans la prochaine diapositive. La première chose qu'on a fait une étude avec mes collègues, qu'est-ce qui va motiver la transformation numérique? C'est les gains d'efficacité et d'efficience. Dans plus de la moitié des projets que l'on a analysés, c'est l'indicateur qui ressort. C'est ce qu'on va vous dire. Il faut transformer, utiliser le numérique, automatiser, utiliser l'intelligence artificielle dans une perspective de productivité, de gain d'efficacité. Qui est d'autant plus important dans le contexte québécois qu'on connaît de pénurie de main-d'œuvre. Donc, ça peut être aussi une des pistes pour pallier à cette pénurie de main-d'œuvre. Efficience, mais aussi économie.
économie donc en matière de ressources. Ça permet donc d'avoir déjà quelque chose qui va plus vite, de diminuer le coût d'obtention, par exemple, d'un permis de travail, d'un permis d'études en matière d'immigration, etc. Et donc un gain de temps. Ça a tendance à raccourcir, on est capable de raccourcir la durée des procédures de façon assez spectaculaire. Pourquoi? Parce que notamment dans le cas de l'intelligence artificielle, on va décharger l'employé d'une partie des tâches qui sont répétitives pour mettre ces heures-là sur des tâches plus spécialisées. Et donc, il va pouvoir être capable de traiter des dossiers plus complexes, davantage de dossiers complexes et toute une série de dossiers pour lesquels, en fait, il n'y a quasiment pas à statuer, c'est un oui ou c'est un non, que ce n'est pas une zone grise. Ben là, l'intelligence artificielle va pouvoir venir en soutien et aider l'employé. Donc, un gain de temps et qui va se matérialiser par une réduction pour l'usager de l'attente. Ce qu'on ressort aussi donc de ce coût-là, du côté de l'usager, ça va être normalement, c'est ce qui est dit. Hein, donc là, je vous parle des motivations. Après, on verra dans la littérature, et c'est pas toujours positif, mais une amélioration de la qualité du service. Pourquoi? Réduction du temps, oui. Mais deuxième aspect, c'est qu'on va être capable de beaucoup mieux cibler et guider l'usager. Vous avez quelqu'un qui est dans une situation problématique, par exemple sur le plan social, qui recherche des aides. On a des applications qui sont en développement pour aiguiller la personne, la renseigner sur toutes les aides auxquelles elle a accès. Parce qu'il y a toute une série d'aides que la personne peut obtenir, mais qu'elle ne va pas aller chercher, à la fois pour des raisons de crainte, parce qu'elle ne s'exprime pas bien, elle a peur d'être confrontée à l'administration, pour des raisons de méconnaissance. Clairement, elle n'a pas la connaissance que pour savoir qu'une aide dans tel domaine existe ou qu'elle est admissible à cette aide-là. Et donc, on va être capable, pour la situation de la personne, de lui offrir vraiment un plan d'aide et donc ainsi davantage l'aider. Donc, on offre un service sur mesure en même temps que l'on améliore la qualité du service. Puis, ben, ça nous permet aussi de développer de nouveaux services pour l'usager. Donc, d'inclure dans notre panoplie déjà de services très large que l'organisation, que le gouvernement québécois offre, ben là, on va être capable d'offrir de nouveaux systèmes et de nouveaux services. Pardon. Donc, maintenant, si on passe à la diapositive suivante, quand je vous ai présenté ce beau portrait de la transformation numérique, et puis c'est ce qu'on entend, hein, il faut transformer nos organisations, intégrer les technologies numériques, intégrer également l'intelligence artificielle. Vous êtes dans une position où vous recevez ça, dans une position de gestionnaire, où on vous dit maintenant, OK, vous êtes les acteurs de la transformation numérique au sein de votre organisation. Ben là, vous faites face à pas mal de défis. Ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort des différents travaux que l'on a pu voir, de la littérature que l'on a pu voir. Alors, si vous souhaitez avoir accès à cette littérature-là, écrivez-moi. Je ne voulais pas vous bombarder de littérature, mais ça me fera plaisir aussi de vous aiguiller vers des ressources scientifiques, de les partager avec vous. Premier défi, la résistance au changement. Bon, ça, c'est classique en innovation, c'est classique en transformation. Vous allez faire face à des résistances qu'elles soient de la part des membres de votre équipe, qu'elles soient aussi des résistances par rapport à votre direction, des résistances par rapport à la modification de procédures, modification de culture que l'on a à faire dans l'organisation. Donc ça, c'est le premier défi auquel vous allez devoir répondre et vous allez devoir vous armer. Donc, partez du principe qu'il faut adopter une stratégie adéquate en matière de résistance au changement. Cadre réglementaire et juridique, on est en pleine adaptation actuellement, donc il y a toute une série de lois qui sont en cours de discussion ou qui ont déjà été votées au cours des 2 dernières années, mais il va falloir adopter le cadre réglementaire et le cadre juridique, que ce soit au niveau fédéral ou au niveau provincial. Et donc, ça va être également un frein dans votre projet, dans ce que vous pouvez faire, que ce soit en matière de collecte de données, en termes de partage de données, en termes de consentement, etc. Donc, tout ça va venir vous mettre éventuellement des barrières. Vous allez devoir en tenir compte, donc faire une analyse du cadre réglementaire pour voir si votre projet s'inscrit bien dans les balises actuelles. Deuxième aspect, ça c'est très criant, puis on est en concurrence, hein, on est malheureusement en concurrence acharnée avec les entreprises pour avoir accès à l'expertise, avoir accès aux compétences techniques. Et en matière de technologie et d'information, en matière d'IA, de numérique, il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont sur le marché. Et donc, une fois qu'elles sont sur le marché, ben, elles sont agrippées
par les organisations privées qui leur offrent des salaires qu'on ne peut pas encore offrir dans le secteur public. Alors, une des stratégies par rapport à ça qui a été adoptée notamment en Belgique par la Fédération Wallonie-Bruxelles, ça a été de refaçonner les conditions de travail des personnes qui travaillent en TI. Donc là, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on a augmenté les barèmes. En fait, on s'est inscrit vraiment dans la même logique que les pratiques dans le secteur privé en matière d'aide. Donc, il y avait le salaire, mais il y avait aussi tout un paquet salarial qui venait avec pour être concurrentiel. Et ce qui en ressortait, donc quand je parlais avec le responsable de la cellule à la Fédération Wallonie-Bruxelles, il disait que maintenant, en ayant retransformé ça, avec les missions qui incombent aux organisations publiques, il parvenait à attirer des profils vraiment très, très intéressants du secteur privé, qui retrouvaient à la fois des conditions de travail intéressantes, mais aussi qui avaient le sens public, le sens de la mission publique. Donc là, actuellement, on n'a pas encore révisé ces barèmes-là dans la fonction publique québécoise. On fait face à ce défi, à ce manque de compétences techniques. Au-delà des compétences techniques, ben ça, vous l'expérimentez sans doute au quotidien, on a un manque de main-d'œuvre. Donc, on a plusieurs équipes qui sont sous-équipées avec un nombre d'employés qui est inférieur à leur niveau plancher. Donc là aussi, on essaye de réaliser la transformation numérique et c'est un dossier qui arrive en plus sur les épaules des gestionnaires alors qu'il y a déjà une charge de travail qui est importante. Donc là, le manque de travail et le manque de main-d'œuvre, ne facilite pas la chose. Un autre aspect qu'on avait souligné puis qui a été pris en compte dans la stratégie d'intégration de l'IA en 2019, c'est qu'on a besoin d'expérimentation. Okay, malheureusement, on a eu plusieurs cas, notamment la SAAQ, où on a connu des problématiques, ou peut-être qu'avec des espaces d'expérimentation qui incluent les usagers aussi, des usagers en plus grand nombre, qui incluent les employés, qui incluent les fonctionnaires de première ligne, il faut qu'on puisse expérimenter en conditions réelles tout ce qui va toucher à l'intelligence artificielle ou à des logiciels beaucoup plus importants, donc des plateformes beaucoup plus importantes que Teams ou Slack. Donc là, il y a un besoin d'espace d'expérimentation et il faut aussi que l'on accepte d'y aller des fois chemin faisant. Donc là aussi, il y a une communication qui doit se faire à l'extérieur parce qu'on accepte que les organisations privées connaissent des erreurs. On parle d'entrepreneuriat, du droit à l'erreur, sauf qu'en matière d'innovation, en matière de changement dans les organisations publiques, nous, on ne nous donne pas le droit à l'erreur. Donc là, il faut avoir un équilibre, il faut nous permettre d'expérimenter aussi dans des conditions réelles, puis des fois, oser de prendre un risque contrôlé, mais quand même qu'on tolère un risque, surtout au plan politique. Contrainte budgétaire, bon ça, on le vit aussi au quotidien, vous la connaissez. Et comme je vous le disais, en matière de transformation numérique, c'est la complexité. Le processus devient de plus en plus complexe. Et donc, ça demande du temps, ça demande de l'expertise différente. Alors, je propose de passer à la slide suivante. Je vous ai mis ici une magnifique image, Jean-Claude Van Damme, pour illustrer la position du gestionnaire public en matière de transformation numérique. Vous êtes écartelé entre le pôle technique, des développeurs, des informaticiens qui, eux, ont l'habitude de développer des applications, de développer des logiciels, qui ont appris dans leur cursus universitaire ou académique à adopter des approches de gestion de projet adaptées à leur réalité numérique, à l'intelligence artificielle. Et puis le gestionnaire, qui doit gérer un projet, mais un projet dont la gestion a été façonnée dans un parcours un peu plus classique. Et donc, on a un déséquilibre, en fait, dans cette diagnostic que l'on faisait, puis c'est vraiment là-dessus que moi, j'opère mes travaux. C'est le déséquilibre entre la connaissance qu'a le développeur et la connaissance qu'a le gestionnaire en matière de numérique, en matière d'intelligence artificielle. Et trop souvent, ce qu'on voit, c'est que le gestionnaire, il va devoir faire confiance soit à des consultants extérieurs, soit aux développeurs en interne qui vont lui dire oui, ça c'est faisable, oui, ça c'est pas faisable, ou ne te tracasse pas, ça va avancer, on sera dans les temps, tu peux me faire confiance. Puis là, le gestionnaire, il est un peu dépourvu, puis il n'a pas spécialement
les connaissances ou l'expérience que pour pouvoir valider à un moment donné, oui, on est dans le bon chemin ou non, on est en train d'écouler, on va prendre du retard ou ça ne marchera pas. Et donc, par rapport à ça, je pense que vraiment dans les prochaines années, ce qui va être fondamental, ça va être d'outiller le gestionnaire, de rééquilibrer cette posture du gestionnaire pour lui permettre vraiment d'être beaucoup plus actif, beaucoup plus alerte en matière de transformation numérique. Et voilà, on les voit fleurir, mais à l'ENAP, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et on est en train d'étoffer déjà un micro-programme en gouvernance numérique et de l'étoffer dans les années prochaines, l'année prochaine tout simplement. On va avoir une série de cours qui va toucher à l'intelligence artificielle à l'administration publique, un cours en gestion de projets technologiques, donc IA et numérique, un projet en gestion de données massives. Donc tout ça pour outiller le gestionnaire. Donc vous n'allez pas faire de l'IA, vous n'allez pas faire du numérique, mais on part du principe qu'un pilote d'avion, il doit savoir comment fonctionne le moteur sans pour autant savoir réparer le moteur. Donc c'est vraiment notre philosophie. Donc adoption des technologies numériques. On va vous dire, maintenant, il faut adopter ces technologies numériques, faire en sorte que dans votre équipe, les personnes aient les compétences numériques nécessaires que pour utiliser les technologies numériques, faire évoluer les pratiques professionnelles, organiser, parce que ça aussi, transformation numérique, je parlais un peu du point de vue social, du point de vue technique, mais il y a une complexité aussi qui fait qu'on va beaucoup plus être dans la gestion de réseaux entre organisations, donc vraiment dans l'action complexe. On ne va pas juste développer un logiciel, une application numérique pour son équipe, on va avoir tendance à être dans la collaboration, dans la gouvernance. Donc ça, c'est aussi le nouveau paradigme qui arrive en matière de gestion publique, la nouvelle gouvernance publique. Et donc, le gestionnaire, ça va être aussi un acteur de réseau. Donc là, vous voyez les différentes strates de difficultés qui vous incombent. Et alors, dans tout ça, au final, une fois qu'on aura fait le projet, on va vous demander de faire des évaluations puis de proposer des ajustements par rapport à votre équipe. Donc, grosse tâche pour le gestionnaire. Puis par rapport à ça, ce que je voulais vous montrer dans la diapositive suivante, c'est qu'on va avoir principalement 3 familles de compétences sur lesquelles on va devoir travailler. Donc, compétences numériques, littératie numérique, comment fonctionne une application, qu'est-ce qu'un algorithme, qu'est-ce que l'intelligence artificielle, qu'est-ce que l'apprentissage profond, par exemple. Donc, tout ça, ça va avoir un besoin d'être connu pour un peu mieux comprendre la technologie que vous allez mettre en œuvre. Deuxième compétence, on voit vraiment que la plus-value en matière de transformation numérique, ça a des capacités aussi d'analyse de données. Et puis là, on a un corpus réglementaire, on a un cadre réglementaire qui vient en matière de protection des renseignements personnels et des données sensibles et qui va vous dire, bon, OK, est-ce que dans les données que j'ai, il y a un risque de réidentification? Est-ce que ma stratégie de désidentification, elle fonctionne? Est-ce que les personnes, mes techniciens, ont été capables, donc développeurs, ont fait les tests de réévaluation? Est-ce qu'ils ont pu identifier des scores? Donc ça, c'est par exemple dans la matière d'identification, d'anonymisation des données, mais il y a toute une série de compétences comme ça en matière d'analyse de données massives qui doivent être aussi acquises pour permettre aux gestionnaires de valider que les bonnes pratiques ont été réalisées au sein de son équipe. Puis, c'est un chef d'orchestre. Et comme chef d'orchestre, une des compétences fondamentales, ça va être des compétences en matière donc, de gestion du changement. Et en matière de gestion du changement, c'est là-dessus que je voudrais insister pour cette présentation, parce que tout commence aussi par là. Donc, dans la diapositive suivante, ce qu'on va retrouver, c'est gestion du changement, c'est quoi? Alors, vous voyez, c'est d'actualité, un magnifique dégradé de couleur de nos feuilles d'érable. Tout changement, parce qu'on a différentes postures dans le changement. On a des personnes qui sont partantes, qui vont dire, moi, je suis excité par le changement, j'aime le changement, il faut changer les choses. Il y en a d'autres qui vont avoir une position plus neutre. Le changement, c'est intéressant, mais il faut voir quels vont être les effets positifs ou négatifs du changement. Puis, on a des gens qui ont une attitude plus réservée, plus défensive à l'égard du changement. Puis, tout changement, il génère des opportunités. Il génère aussi des obstacles. C'est ce que Schumpeter appelait la destruction créatrice. On pense
par exemple, à l'industrie de la vidéo. Avant, on avait nos VHS, là, nos vidéos, qui ont été remplacées par les CD et les DVD. Les DVD ont permis d'avoir davantage de données stockées, ont permis d'avoir une meilleure qualité de vidéo. Et tout ce qui touchait au magnétoscope, à cette industrie de magnétoscope de la VHS, a été mise de côté. Puis, quand on a eu l'apparition de la vidéo à la demande, là, c'était pas juste l'industrie du DVD qui a été mise de côté, ça a été également toute l'industrie de la location de vidéos, de DVD. Donc, tout changement génère des opportunités, mais aussi soulève des obstacles et va détruire certaines pratiques, certaines activités. Donc, par rapport à ça, une fois on a conscience de cette double facette du changement, il faut aussi savoir qu'en matière de processus, le changement, il a 4 grandes phases. La première, c'est le choc. Et là, c'est un peu ce qu'on a eu par rapport à ChatGPT, le choc. Et on ne savait pas que l'intelligence artificielle était rendue à ce point-là, qu'on était capable de, avec quelques requêtes, d'avoir accès à des raisonnements intéressants, qu'il est capable de réussir un concours administratif, qu'il est capable de réussir un examen de management public au premier cycle à l'université. Donc là, il va y avoir une résistance. Non, moi, ma compétence, c'est ça, il faut que je la garde, puis jamais il y aura de l'intelligence artificielle qui va venir interférer dans mon travail. Sauf qu'à un moment donné, que ce soit les autres organisations, que ce soit nos collègues à nous, ils l'intègrent, puis ils disent, ça marche bien. Puis ça ne te met pas sur le côté, ça ne te fait pas en sorte que tu perds ton travail, ça transforme ton travail. Tu peux l'aider pour la co-création. Et à partir de là, on va voir le stade de l'acceptation du changement. Dire, OK, le changement, il est là, il ne va pas partir. Donc, il faut que j'apprenne à travailler avec lui. Il faut que j'acquière des compétences pour en profiter pleinement. Et une fois qu'on a ce stade de l'acceptation, alors on va s'engager dans des activités de formation, dans la compréhension des systèmes d'intelligence artificielle, par exemple, pour l'acquérir. Et là, on va voir donc la plus-value du changement. Mais donc, en tant que gestionnaire, vous allez faire face à ces quatre stades du changement. Et moi, c'est une de mes plus-values, mais en tout cas, une de mes convictions surtout, c'est que le succès en matière de gestion du changement, il réside dans le fait que par rapport à notre organisation, aux missions que l'on a, à notre environnement direct, donc un peu de contingence, de dépendance par rapport au contexte, il faut adopter une gestion du changement adaptée et progressive. Et pour arriver à cette gestion du changement adapté, il y a par exemple toute une série d'outils qui doivent nous permettre de prendre conscience déjà de l'intensité du changement. Parce que trop souvent en matière de transformation numérique, on minimise, vraiment c'est un mot sur lequel j'insiste, on peut, si jamais un tableau là, à la craie ou au tableau numérique, je soulignerai en rouge 3 fois, on minimise l'intensité du changement en matière de transformation numérique. Et ça, on peut en prendre conscience que lorsqu'on a un outil d'évaluation du changement qui va nous faire prendre conscience que c'est intense et qu'il va falloir s'y prendre d'avance. Et pour ça, moi, je vous proposerais de finir notre présentation là-dessus sur un outil vraiment pratique de gestion du changement, c'est la matrice OMOC. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est encore relativement méconnu, mais elle a été développée spécialement pour la transformation numérique. C'est une matrice qui comprend 4 dimensions. Première dimension, on va vraiment voir la technologie, l'outil. Okay ? Par rapport à l'outil que j'utilise actuellement, l'outil que l'on me propose, est-ce qu'il y a une grosse différence? Est-ce que je vais devoir travailler beaucoup pour apprendre à le maîtriser? Ça, c'est la première dimension. Deuxième dimension, par rapport à mon métier actuel, qu'est-ce que la transformation numérique? Qu'est-ce que le système d'intelligence artificielle va venir transformer? Est-ce que c'est toute une partie de mon métier qui va être automatisée ou c'est juste une mission ou c'est juste, par exemple, une action? Et comment, par rapport à mon métier, je vais devoir évoluer en termes d'acquisition de compétences que je vous disais tout à l'heure. Et ça, c'est la deuxième dimension. Troisième dimension, donc là, on est plus sur le stade individuel, du travailleur, de l'employé individuellement. C'est au niveau de l'organisation. On le voit maintenant, justement, en termes de gestion des données sensibles, des renseignements personnels. Il y a tout un cadre d'une gouvernance qui a été développé. Et il faut que l'organisation, elle s'adapte, à la fois dans ses formulaires de consentement, à la fois dans sa gestion des données, donc des données qu'elle peut garder, combien de temps elle peut les garder,
quels sont les processus par lesquels elles vont détruire les données, l'identification des données pertinentes. Et donc, tout cet aspect-là de transformation numérique, il agit sur l'organisation et il contraint l'organisation à se transformer. Et la quatrième dimension, c'est la culture. On parle beaucoup d'acceptabilité, d'inclusion, de responsabilité, mais comment moi, en tant qu'employé et en tant qu'organisation, je vais introduire ces valeurs-là dans mon comportement professionnel. Donc ça, c'est nos 4 dimensions. Puis chacune des 4 dimensions, elle est notée de 1 à 4. Donc je vous propose ici maintenant de voir l'exemple de notre grille notre gromog. Donc vous avez une grille classique comme ça. Puis si vous voulez, on peut faire défiler. Donc c'est animé là, on peut continuer à faire défiler dans le slide. Voilà, vous allez avoir en fonction des notes que vous avez. Ici une première. Voilà, on peut arrêter ici. Un premier aperçu. Donc ça, c'est un changement qui est assez important. Là, vous voyez qu'on a un changement important sur quasiment toutes les dimensions et ça va nécessiter une stratégie adaptée. Donc, on sait que le changement intense, il est important, principalement sur la dimension de la culture et des outils. Donc, on sait que là, on ne va pas pouvoir dire le projet, il va être mené dans 2 mois. OK, on va être sur un projet qui va s'étaler sur plusieurs mois, voire sur 1 an ou 2 ans. Par contre, si on continue à animer la diapositive, vous allez voir qu'on peut aussi avoir des changements qui vont être plus mineurs. Puis là, c'est certain que ça va déterminer plus grandement votre logique d'action. Vous dites, bon, là, il n'y a pas beaucoup de changements, on peut faire ça dans le mois. Il faut juste qu'on fasse une formation en matière de gestion de l'outil. Puis, les agents, les employés vont être à même de l'utiliser. Donc, sur base de ça, quand vous faites vos diagnostics, vous allez être déjà en mesure visuellement de voir les dimensions les plus importantes et de voir l'intensité du changement. Vous pouvez le partager aussi avec vos employés. C'est fait pour ça. La plus-value, c'est que c'est visuel. Alors maintenant, vous allez vous dire, oui, c'est bien beau son affaire, de 1 à 4, mais comment je détermine que c'est 1 puis comment je détermine que c'est 4? Donc là, vous allez voir à la slide suivante, je pensais à vous. C'est une échelle que j'ai retransformée, que j'ai appliquée par rapport aussi à la littérature. Donc, vous avez ici des éléments pour chacune des dimensions qui vont vous permettre de déterminer si c'est 1, 2, 3 ou 4. Okay? Donc, des fois, c'est pas noir ou blanc. Donc, des fois, vous allez vous dire, bon, là, j'aurais mis 2,5 par exemple, ou j'aurais mis 3,5. Donc là, c'est aussi à vous en fonction du temps que vous avez, en fonction de votre perception de votre organisation, de votre service, que vous allez déterminer la valeur. Vous pouvez aussi utiliser cet outil-là, par exemple, en groupe, ou alors en focus group, où vous allez discuter justement des différentes notes et des différentes dimensions que vous allez pouvoir attribuer. Donc ça, si aussi vous l'avez, comme ça, vous pouvez directement l'utiliser. Alors maintenant, passons à la diapositive suivante. Alors ici, vous avez maintenant, quand vous avez mesuré votre score, vous avez un score global. Puis, c'est quelque chose à laquelle je suis arrivé en lisant la littérature, puis en étant aussi, en faisant des expériences, des études de cas. Il y a vraiment considéré que c'est un changement complet à partir de 13. Okay, donc, le score maximal, il peut être de 16. Mais à partir de 13, considérez vraiment que là, c'est un changement qui se fait pas comme ça et qui peut s'établir sur 2 ans. Okay, qui va nécessiter vraiment un travail progressif, un travail de planification aussi assez important et qui va porter sur des dimensions clairement comme le métier. Donc, qui va poser des questions de sens par rapport aux membres de votre équipe. Donc, il va falloir aussi les rassurer. En même temps que ça va demander vraiment à l'organisation de travailler sur sa structure de gouvernance. Après, on peut avoir un changement important entre 12 et 9, où là, souvent, on va avoir une ou 2 dimensions qui vont être plus développées. Donc là, ça va être sans doute des éléments de culture, des éléments de métier et d'outils, peut-être moins sur l'ensemble de l'organisation, mais c'est quand même des changements importants qui vont quasiment prendre au moins 1 année pour le faire. Puis, moins d'1 année, on va avoir des changements de moyenne intensité qui peuvent se faire en plusieurs mois, puis des changements faibles
qui éventuellement avec une formation vont pouvoir être aussi développées. Changement de moyenne intensité, ça va être quand même de la planification, mais tout ce qui va être le travail sur la cybersécurité. Donc, développer des formations pour la cybersécurité des employés pour être certain que l'organisation est davantage protégée. Et puis, quand vous allez élaborer votre stratégie de gestion du changement, je voudrais insister sur 4 points importants que vous allez prendre en compte. Regardez justement par rapport à votre matrice si on a une variation dans les dimensions. Parce que vous pouvez avoir un score, un changement important, mais avoir par exemple 2 dimensions à 4. Votre son? Ouais, je ne sais pas pourquoi j'étais encore... J'ai été à couper. Donc là, regardez justement cette variation de dimension. Parce que comme je vous le disais, par exemple, changement important, même un changement complet, on peut avoir 4 dimensions, 3 dimensions avec 4, ce qui nous fait 12, puis une dimension à 1, on est à 13, changement complet. Mais c'est certain que la dimension qui est notée à 1, on ne va pas trop s'en préoccuper. Donc, en regardant cette variation des intensités, vous allez savoir davantage sur quelle dimension insister et par où commencer. Par rapport aussi à votre stratégie, toujours regarder l'adéquation donc par rapport au temps et aux ressources disponibles que vous avez. Et ça vous permet de dire aussi, est-ce que c'est faisable ou pas dans le temps qu'on m'a donné? OK? Et donc, par rapport à ça, vous allez dire, c'est faisable, c'est pas faisable. Et si c'est pas faisable, je peux, par exemple, saucissonner et commencer davantage sur une dimension en particulier. Adéquation aussi par rapport aux ressources, mais aussi par rapport à la structure et à la mission. Si on vous dit, voilà, il faut intégrer le système d'intelligence artificielle, puis que dans votre organisation, le cadre de gouvernance n'est pas déjà adapté en matière de, par exemple, de collecte et de protection des données, là, vous savez que vous allez avoir des problèmes parce que vous ne gérez pas ces dimensions-là dans votre gestion de projet et ça implique une intensité de 4 en matière d'organisation. Donc là, là aussi, ça va vous permettre de développer une stratégie plus appropriée. Puis, pour vous faciliter la vie, là, un peu comme des poissons, il faut essayer de aller avec le courant. Essayez de développer aussi votre stratégie en lien, des fois, avec une stratégie organisationnelle. Donc, si c'est un changement important, essayez au maximum de vous raccrocher à ce qui est déjà établi dans la stratégie organisationnelle pour aller avec les actions de l'organisation, puis vous permettre d'aller plus vite. Mais ça, je pense que déjà, en général, vous le faites. Donc voilà, je pense que ça terminait ma présentation. J'espère que je n'ai pas parlé trop longtemps, mais et que ça vous a plu. Donc merci pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Lawaré. Non, inquiétez-vous pas, en fait, vous êtes pile dans les temps. Alors, il nous reste au moins une dizaine de minutes là, en fait, un peu plus que ça pour la période de questions. Alors, juste un petit rappel. D'abord, encore une fois, là, merci. Je pense que c'était vraiment intéressant et pertinent. On a déjà quelques questions dans le clavardage, mais on a aussi des mains levées. Alors, on va commencer par les questions dans le clavardage. D'abord, une question générale, là, plus pratico-pratique. Pour ce qui est de votre présentation, les gens nous demandent si elle sera disponible par la suite. Oui, le ministère de la Cybersécurité du numérique va la rendre disponible sur sa chaîne YouTube, donc vous aviez donné votre accord. Merci. Alors, incessamment, là, le temps de faire le petit montage de la fin et du début et de la fin. D'ailleurs, parlant du début, là, on s'excuse pour les inconvénients là, avec les bruits de gens qui entraient dans la salle. Là. Donc, on va tenter de régler ça pour la prochaine fois. Alors, voilà. Alors oui, donc à la question, est-ce que le webinaire sera disponible? Ce sera sur notre chaîne YouTube très prochainement. Alors, on a une première main levée. On va prendre la question, juste un instant que je vois dans le clavardage, de Charles Fortier. Excusez-moi, c'était une main, j'ai accroché le bouton. Désolé. Ah, pas de problème. Alors, on va prendre les questions. Il y en avait quand même quelques-unes dans le clavardage. D'abord, M. Lawaré, vous avez parlé de laboratoire et quelqu'un demande quelle forme ces laboratoires peuvent-ils prendre pour les membres du personnel? Donc, la forme, ça
elles peuvent être multiples. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un espace où, dans un premier temps, on va pouvoir simplement travailler sur son idée de projet. Parce qu'il y a beaucoup d'innovations, il y a beaucoup de changements, surtout en matière de transformation numérique, qui peuvent venir notamment des employés de première ligne ou des gestionnaires, plutôt que du dessus. Et donc, il faut avoir un espace où on permet, que ce soit avec des budgets propres, où on permet à la personne de développer son système, de développer son innovation et aussi d'être coaché par des personnes qui vont pouvoir lui dire, ben voilà, par rapport à la structure, par rapport au cadre réglementaire, c'est intéressant ou ça nécessiterait telle adaptation. Ça peut être aussi un laboratoire en matière vraiment de tests où on va avoir, par exemple, pour l'intelligence artificielle, des jeux de données factices sur lesquels on va pouvoir faire tourner les systèmes d'intelligence artificielle pour avoir de l'apprentissage, pour voir si toutes les situations possibles ont été rencontrées, puis qu'il n'y avait pas il y avait pas de problème, il n'y avait pas de raté. Donc c'est vraiment ici au niveau organisationnel, c'est vraiment une structure dans l'organisation où justement il y a pas d'espace en matière de dire voilà, il faut investir, il faut innover sur tel et tel aspect. C'est vraiment libre. Puis c'est ça la difficulté qu'il y a à faire passer. Ça peut être des fonds, dans un premier temps, perdus, c'est-à-dire que c'est vraiment des fonds qui sont conférés à l'innovation et des fonds qui sont donnés, alloués pour pouvoir faire justement de l'exploration. Et ça peut être aussi, on peut avoir donc des fonds, on peut aussi allouer du temps, donc permettre aux employés qui ont des projets comme ça de consacrer une après-midi ou une journée par semaine. Donc, c'est vraiment un espace protégé où on tolère le risque, là. Donc, ça, c'est une idée qu'on avait, mais honnêtement, qu'on avait suggérée, qui avait été retenue notamment par le gouvernement, mais qui d'expérience est pas facile à mettre en place dans les structures actuelles, que ce soit à travers le pays. Il y a des concours aussi comme ça qui se font notamment dans la fonction publique australienne. Donc, ils sont vraiment là, c'est des sprints d'innovation, où là, vous avez des agents qui ont des idées, puis c'est un peu un bootcamp, là, vraiment un séjour où ils travaillent à fond, ils font un sprint d'innovation là-dessus. En France aussi, ils ont un autre aspect qu'ils appellent les entrepreneurs d'intérêt général. Mais là, c'est des personnes extérieures qui viennent dans les administrations, puis qui font de l'innovation au sein des organisations publiques. Donc voilà, il y a plusieurs formes possibles, mais nous, ce qu'on avait retenu, c'était vraiment un espace protégé où une personne a le droit d'aller régulièrement travailler sur les solutions qu'elle pense vraiment être utiles par rapport à son travail. Merci. Alors, je pense que ça répond bien à la question. On a quelques personnes qui nous ont écrit concernant la fracture numérique, donc qui se questionnent à savoir comment vous voyez la transformation numérique dans un contexte notamment de vieillissement de la population, comment éviter des citoyens qui ont accès aux services gouvernementaux à deux vitesses, donc avec cette fracture numérique quand même qui est présente dans notre société. Oui, elle est présente. Puis, si on fait rien, elle va s'accélérer. Ça, on l'a vu notamment sur le plan des entreprises en matière de transformation numérique. Celles qui se sont saisies le plus rapidement et le plus intensément des technologies numériques et de l'intelligence artificielle, c'était déjà les entreprises les plus performantes. Puis, ce qu'on l'applique au niveau du secteur public, et la COVID nous a montré ça aussi, c'est qu'on a une bonne partie de la population, je pense une personne sur 5 n'a pas de téléphone intelligent. Donc, il y a toute une série d'applications, par exemple, pour lesquelles ces personnes-là n'ont pas accès, n'ont pas la possibilité d'avoir accès à ces services-là. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Première chose, travailler sur la littératie numérique. Ça, c'est vraiment l'aspect le plus fondamental. Moi, je l'avais dit dans mes interventions quand j'avais été interrogé notamment par la télévision sur la SAAQ, c'est d'avoir une hybridité. Je pense que le numérique, il faut qu'on accepte le fait qu'il va falloir qu'il coexiste avec des fois encore le service papier. Puis ça, il faut qu'on l'intègre dans nos coûts. Mais il y a des personnes, ça fait des années, j'ai une personne de 75 ans, là, ça fait des années, 80 ans, ça fait des années qu'elle travaille avec le papier et crayon, puis d'un coup, on passe du matériel, de la matérialité à quelque chose qui est dématérialisé, qui est vraiment quasiment de l'abstraction.
Puis ça, je pense qu'on n'a pas le choix de maintenir encore un service peut-être réduit, mais qu'on maintienne encore un service physique. On le voit notamment dans les banques où de plus en plus, on est vers la dématérialisation, on est vers le fait que on fasse payer des transactions physiques. Et ça touche encore une fois doublement des personnes qui n'ont pas la littératie numérique, qui n'ont pas les connaissances, les compétences d'utiliser les applications, d'utiliser les services en ligne. Donc là, en tant que service public, je pense qu'on ne va pas avoir le choix pour les prochaines années d'avoir une transformation, une transition qui va être douce. Puis c'est pour ça qu'on s'inscrit aussi dans une perspective d'évolution plutôt que de transformation qui est plus abrupte, là, qui est plus intense comme mot. Mais il va falloir que l'on garde à l'esprit de toujours offrir un service quand même physique au-delà du service numérique. Et pour continuer peut-être un petit peu dans cette veine-là, est-ce que vous croyez que les organisations publiques sont prêtes à faire ce qu'il faut, dans le fond, pour une transformation numérique réussie? Est-ce que les ingrédients sont réunis, selon vous? Déjà, l'intention, elle y est. Bien plus que dans les organisations privées. Là, moi, c'est un truc que je dis à mes amis ou à ma famille. Souvent, on nous frappe dessus. Mais on fait beaucoup plus attention, puis on est vraiment dans une logique d'inclusion. Et puis nos missions sont plus complexes aussi. Ça, c'est aussi l'autre aspect là. Il ne faut pas oublier que nous, ça touche des missions d'intérêt public et qu'on n'est pas là pour faire de l'argent. Ceci dit, ce qu'on voit au niveau, là je parle au niveau de l'administration québécoise, c'est que pendant des années, on a eu tendance à fragmenter les organisations. Donc on a créé des agences, on a créé aussi des silos organisationnels, donc des agences qui ne se parlent pas toujours. Chaque organisation, chaque agence a ses données, puis on n'est pas au courant de savoir qu'il y a des données qui sont disponibles dans d'autres organisations. Donc là, je pense que ça va être vraiment l'objectif des prochaines années, c'est de recréer un réseau de, de partage des compétences, des expertises, mais aussi des données pour développer des services adjoints. Donc, vraiment, ce qu'on voit un peu, par exemple, dans les parcours de soins, notamment en matière de santé mentale, c'est vraiment l'intégration d'un service. Faire en sorte que ce n'est pas l'usager qui va devoir aller voir tel médecin ou tel professionnel de la santé, mais qu'il y ait vraiment un parcours qui soit intégré pour lui. Puis je pense que vraiment, là, ça va être le travail de nos organisations, justement, de penser leurs services en matière d'intégration. Intégration par rapport à ce que d'autres organisations ont fait pour pouvoir être capable de mettre en commun des données et offrir un service qui soit inclusif à la personne et répondre aux problèmes qui est souvent mis en évidence lorsqu'on parle d'organisation publique, qui est un peu chacun dans ma cour, chacun un silo, puis personne ne se parle. Donc l'intention est liée. Les outils, au niveau technologique, ça va nécessiter aussi, on ne va pas se cacher, beaucoup d'investissements. Et alors, il va y avoir tout un travail justement de maillage, là, de collaboration qui va devoir être fait. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Puis je pense qu'on a toutes les compétences aussi au niveau de l'expertise au Québec pour le faire. Donc, ouais, je vois pas pourquoi ça ne marcherait pas ici puis qu'on ne serait pas les leaders sur ce point-là. Alors, on note ça, on apprécie votre optimisme, mais effectivement, l'intention, je pense qu'elle est là, elle est bien réelle, comme vous le soulignez. Donc, il y a quelqu'un qui demande maintenant, la gestion du changement, à quel moment doit-elle débuter dans le processus de transformation numérique? Je dirais le plus tôt possible. Le plus tôt possible, parce que il y a beaucoup de choses qu'on prend pour acquis, puis on parle de biais en matière d'intelligence artificielle, mais en tant qu'être humain, on a une rationalité qui est limitée. On ne peut pas prendre en considération toutes les données possibles, on ne peut pas dessiner tous les scénarios possibles. Donc vraiment, amorcer une gestion du changement dès les prémices du projet est extrêmement importante parce que ça nous permet, notamment avec la matrice OMOG, de prendre conscience de cette intensité-là. Trop souvent, on a le biais que le changement il va se faire tout seul, que tout le monde est d'accord avec nous, ou si ce n'est pas le cas, qu'on a tendance à minimiser, quand on est porteur du projet, on a tendance à minimiser cette intensité du changement. Donc, moi, vraiment, la matrice OMOG, je vous encourage à le faire le plus rapidement possible. C'est quelque chose qui va vite quand même, qui peut se faire en équipe assez rapidement. Donc, ça ne prend pas des consultants non plus externes. Donc, il n'y a pas besoin de passer à un marché public par rapport à ça. Vous ne tracassez pas. Tout se fait en interne. Et ça vous permet alors après de bien positionner, d'entendre aussi ce que vos employés ont à dire. Et alors d'inclure déjà tout le monde dans cette dynamique de changement.
Maintenant, si on continue dans la transformation numérique, vous avez parlé des compétences, l'importance des compétences du gestionnaire en analyse de données. Pouvez-vous élaborer un petit peu plus sur cette question? Oui, alors le principe, c'est effectivement que le gestionnaire ne doit pas suppléer, ne doit pas supplanter l'analyse de données. Okay, donc là, je ne veux pas des spécialistes en matière de statistiques ou en matière de données massives. L'idée vraiment ici est de mettre au courant le gestionnaire des bonnes pratiques en matière notamment de données ouvertes ou de données massives. Donc, l'exemple que je donnais, c'était de s'assurer effectivement que le gestionnaire soit capable de vérifier que les membres de son équipe ont réalisé les tests nécessaires que pour s'assurer que les données étaient bien anonymes. Qu'il n'y avait pas de risque en matière de bris de confidentialité. Donc, c'est vraiment être capable de dire, ben voilà, est-ce que vous avez fait votre travail? Donc, moi, je ne vais pas faire le travail, le gestionnaire n'a pas à faire le travail, mais qu'il soit capable réellement de valider avec son équipe qu'on a adopté les plus hauts standards de qualité et les meilleures pratiques en matière de gestion des données et d'analyse des données. Aussi, je parlais d'anonymisation, des identifications, mais est-ce qu'on a fait une évaluation en matière de biais, par exemple? Est-ce que les données sur lesquelles on travaille portent des biais, puis ces biais-là peuvent-ils conduire au fait que certains groupes de la population soient exclus, se voient refuser davantage de services que d'autres parties de la population? Merci. Alors, on a une grande question maintenant sur l'intelligence artificielle. Alors, selon vous, comment peut-on définir l'intelligence artificielle responsable? Ouais, ça, c'est toute une question. Parce qu'il y a une dimension aussi. Je ne veux pas partir du principe que l'intelligence artificielle est responsable. Responsable, c'est-à-dire qu'elle elle a été construite et adaptée par rapport à son milieu donné. C'est-à-dire elle implique, oui, des questions de durabilité, donc responsable aussi au niveau durable. Ça va être un autre aspect en matière de transformation numérique sur lequel on va devoir travailler. On sait que ça génère aussi beaucoup de CO2. À chaque fois qu'on envoie un courriel, il y a une dimension de coût environnemental qui est là. Donc, la transformation numérique, elle doit se faire en tenant compte de ça aussi. Donc, on n'est pas numérisé pour tout numériser, ne rencontre pas des objectifs en matière de développement durable. Développement au niveau de responsabilité aussi, justement, de s'assurer qu'on est dans de l'inclusion, c'est-à-dire que l'on ne met pas sur le côté certains groupes de la population. Donc ça, responsable de ce point de vue-là. Responsable en matière justement d'équité. Donc, on sait qu'en administration publique, et c'est Weber qui l'a théorisé déjà dans les années 1800, on est là et la conformité nous sert à ça pour offrir un service égal, un service équitable à toute personne. Et donc, on ne veut pas, avec l'intelligence artificielle, que, encore une fois, on ait des décisions qui soient biaisées. Puis beaucoup d'entreprises, enfin beaucoup, plusieurs entreprises privées en ont fait l'expérience. Amazon avait développé Star, donc un système d'intelligence artificielle pour opérer du recrutement. Et on s'est aperçu qu'il y avait un biais parce que c'était principalement des hommes qui étaient derrière le système. Et donc, toutes les lettres de motivation provenant de femmes étaient systématiquement moins bien notées que celles provenant d'hommes. Donc, ça, c'est aussi le caractère responsable. Puis, responsable aussi, c'est se poser la question du sens du travail, c'est-à-dire est-ce qu'on doit absolument, pour des raisons économiques, des raisons d'efficacité, d'efficience, à tout prix automatiser toutes les fonctions. Donc, je dirais vraiment, c'est les 4 dimensions qui, pour moi, sont reprises quand je parle d'intelligence artificielle responsable. Très intéressant, merci. Maintenant, on demande comment concrètement les organisations peuvent faciliter l'évolution des compétences numériques des employés, notamment par rapport à l'implantation d'un projet précis de transformation numérique. Qu'est-ce qu'on fait ou qu'est-ce qu'on a fait ailleurs? Avez-vous des exemples peut-être dans d'autres juridictions par rapport aux employés qui ne sont pas des experts en TI, mais qui ont à opérer, dans le fond, cette transformation numérique? Oui, la première chose, puis ça, c'est vraiment, il faut qu'on se rende compte de la chance qu'on a au Québec en matière d'expertise que l'on dispose en matière numérique et d'intelligence artificielle. Là, je frappe du coup. Je frappe. Je vais dire quand on va en Europe, on nous envie beaucoup. Ceci dit, comment faire? On est dans l'innovation, donc la collaboration. Collaboration avec qui? Collaboration
avec nous, les chercheurs. On est là pour ça. On est là aussi pour ça. Donc, on n'est pas que dans notre tour d'ivoire. On est là pour vous aider. Formation continue, extrêmement important aussi. Donc, ça, c'est quelque chose qui est montré notamment dans les cas de succès des grandes entreprises allemandes en matière d'automobile, pour ne pas citer de marque. Formation continue est vraiment le cœur de leur politique d'innovation, de leurs employés. Deuxième aspect, exemple du Pays Basque. Donc, Pays Basque, il faut savoir que dans les années 90, ce n'était pas spécialement une région extrêmement prospère. Puis, une des choses sur lesquelles ils ont travaillé pour être vraiment au point en matière économique, c'est d'adopter systématiquement les standards les plus élevés, donc les meilleures pratiques. Allez voir ailleurs qu'est-ce qui se fait, quels sont les standards, puis toujours essayer d'aller chercher le standard le plus haut. Plus on va adopter des standards élevés, plus on va améliorer notre service, on va améliorer notre pratique. Puis les standards vont aussi nous permettre progressivement d'amener nos employés à adopter des pratiques de qualité. Puis, encore une fois, comme je le disais, formation continue, mais aussi ça peut être une formation certifiée. On développe au sein de l'Université du Québec, particulièrement au sein de l'ENAP, donc qui est vraiment l'université adaptée pour les gestionnaires publics. On développe des formations là-dessus. Tu sais, je vous parlais vraiment du grand écart. Moi, c'est vraiment mon combat à l'ENAP là, que je mène. Il faut vraiment qu'on outille nos gestionnaires en matière de transformation numérique. On ne peut pas les laisser faire ce grand écart-là. Et donc, on développe vraiment des cours pour les outiller. Et on leur permet vraiment d'avoir des cours qui soient axés par rapport à leur pratique. Donc, c'est des projets qu'ils peuvent faire en organisation. Donc, ils ont la théorie, mais il y a la pratique qui vient avec. Donc, je dirais que c'est un peu pour un gestionnaire, là, les 4 dimensions qui vont lui permettre d'acquérir des compétences et des bonnes pratiques en matière de transformation numérique. Justement, il y a quelqu'un qui pose la question du rôle du gestionnaire. Donc, parce que parfois, le défi dans un processus de transformation numérique, il faut que la stratégie soit soutenue par la direction générale, par exemple. Alors, l'importance du rôle du gestionnaire dans une stratégie de transformation numérique. Pouvez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Oui, c'est certain que sa place, elle n'est pas toujours évidente. C'est un peu entre le marteau et l'enclume. C'est certain il faut qu'il y ait un soutien ça, on le voit dans les cas de réussite, il y a le soutien un des facteurs déterminants, c'est le soutien de la direction. Ça, c'est un des facteurs déterminants dans la littérature et dans la pratique. Si on vous demande de faire une transformation numérique puis que votre direction ne vous soutient pas, le taux d'échec est extrêmement colossal. Il faut déjà savoir que ça aussi, je parlais du droit à l'erreur. Si je peux vous enlever un point, 7 à 8 projets sur 10 de transformation numérique échouent. C'est normal d'échouer en matière de transformation numérique. Donc, c'est certain qu'il y a déjà un risque d'échec qui est important parce que tout simplement, on se lance dans un projet, puis on ne sait pas tout à fait les données que l'on a. On ne sait pas exactement la qualité des données que l'on a, le format des données, l'expertise que l'on a, la complexité du projet. Donc, c'est pour ça que je dirais un des fondements clés, si je peux vous dire de démarrer au-delà d'établir une gestion du changement, c'est de vous assurer du soutien effectif, pas que oral, mais du soutien effectif de votre direction. Parce que c'est eux qui doivent donner l'impulsion. Et comme je vous le dis, dans ce qu'on a vu, là, c'est un des facteurs fondamentaux. Merci beaucoup. Maintenant, puis je crois que ce sera notre dernière question. Quelqu'un qui demande donc, est-ce que vous travaillez sur l'évaluation des impacts de l'info nuagique et de l'intelligence artificielle sur la gestion du changement? Pensez-vous que les modèles traditionnels de gestion de changement doivent eux aussi changer dans le fond? Oui, il faut les adapter. Il faut les adapter. Puis je dirais que cette question-là, elle clôture bien un peu mon intervention ici parce que c'est aussi sur ces dimensions-là que je travaille. C'est vraiment d'adopter la gestion de projet, donc dans les différentes étapes de la gestion de projet, au contexte public et au contexte numérique, à la technologie numérique et d'intelligence artificielle. Puis j'ai aussi des collègues, je travaille là-dessus aussi, qui se posent la question de l'évaluation des impacts. Donc on avait déjà travaillé avec Steve Jacob sur c'est quoi, là, quand on fait une évaluation scientifique, les effets, les impacts de l'intelligence artificielle dans les organisations publiques. Puis on avait listé toute une série d'impacts et toute une série d'effets. Donc moi, je continue aussi dans cette veine-là. Donc c'est certain qu'on doit mieux vous outiller, puis on travaille là-dessus. Donc ouais, c'est un de mes axes de recherche. Alors, on va suivre vos travaux, Monsieur Laouaré. Donc,
En terminant, il y a quelqu'un qui a posé également la question comment est-ce qu'on évalue le niveau de maturité numérique d'une organisation publique? Et là, je me permets là, de faire un petit message du commanditaire, comme on dit, parce que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique offre quand même ce service aux ministères et organismes publics, donc via le radar numérique. Peut-être qu'on peut mettre l'adresse courriel dans le clavardage là, pour les gens qui souhaiteraient nous poser des questions. Mais par rapport au modèle que vous avez présenté, là, si vous voulez dire un mot également, là, vous pouvez y répondre. Donc, est-ce qu'il y a un indice ou une matrice pour évaluer le niveau de maturité numérique d'une organisation publique? J'essaie de voir par rapport à ce que vous avez dit, parce que moi j'avais assisté à la présentation, puis aux travaux concernant le baromètre, puis aussi un baromètre qui est en développement, je pense, hein, pour l'IA, donc qui peut vraiment venir après supplanter, pas supplanter, excusez-moi, compléter le baromètre sur le numérique pour vraiment avoir une vision globale de l'organisation. Honnêtement, je trouve qu'il est très complet. Il est très Tant complet. mieux. Puis voilà, je ne vais pas parler pour parler, donc je pense que c'est une Parfait. référence. Donc, bon, ben c'est noté, parfait. Alors, ben, il me reste, je crois qu'on n'a plus de questions. Je vais juste vérifier une dernière fois. Donc, oui, alors si jamais quelqu'un a une question, c'est le moment de vous manifester peut-être à main levée là, pour les dernières questions. Sinon, on serait prêt à conclure. Alors, je laisse quelques secondes aux gens qui voudraient se manifester. Donc, ben voilà. Alors, je pense de toute façon que vous avez aussi donné votre adresse, Monsieur Lawari. Donc, si quelqu'un pense à une question un peu plus tard, ils auront l'opportunité de le faire. Alors, je vous rappelle en terminant que nous vous invitons fortement à remplir le sondage satisfaction que vous allez recevoir, donc histoire de nous améliorer toujours pour les prochains webinaires de notre PN hors série. Alors, Monsieur Lawari, je vous remercie beaucoup pour votre présentation qui, je vous rappelle aussi, sera disponible sur la chaîne YouTube du MCN. Alors, merci à tous. Merci évidemment aux participants également d'avoir été là. Bonne fin de journée tout le monde. merci, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Monsieur Houle, je vois que vous venez de lever la main. Je ne sais pas. C'était peut-être une erreur. Merci. Au revoir.